Torah et Société a choisi cette semaine, avec le grand rabbin Bernheim, d'évoquer la situation en Israël où, à l'heure où nous parlons, les 3 jeunes adolescents israéliens sont toujours introuvables. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que des civils sont enlevés en Israël, et plus particulièrement des enfants, des adolescents. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci ? Civil peut-être pas, adolescent certainement. Ce qui a changé, c'est que, au-delà de la jeunesse de ces garçons qui ont été enlevés, pour lesquels nous prions, et quand je dis nous prions, les uns avec notre langage religieux, les autres avec notre cœur, les troisièmes avec nos intentions les meilleures, pour que le peuple juif tout entier sache se retrouver autour de ces drames affreux qui frappent des familles, et j'ajoute, avec la confiance qui est la nôtre en Dieu, et aussi en l'armée d'Israël qui fait tout son possible pour retrouver nos frères israéliens qui ont été enlevés. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense qu'il y a, mais il n'est pas nécessaire d'être un grand politologue pour le comprendre, une volonté ultime, je dirais, destructrice parmi les plus destructrices, de rendre impossible tout ce qui ressemble de près ou de loin à une unité, une réconciliation, un rapprochement même faible entre les Palestiniens et Israël. En réalité, au-delà du coup qui est porté à l'État d'Israël et aux familles, c'est aussi un coup qui est porté à l'autorité palestinienne qui s'est associée au Hamas, et probablement y a-t-il une volonté de la part d'une faction du Hamas de mettre fin à cet accord sur lequel nous pensons ce que nous voulons, mais qui de toute façon, aux yeux des ravisseurs, est un mauvais accord. Je n'ai aucun jugement politique à porter sur le gouvernement palestinien composé de civils de l'autorité palestinienne d'un côté et du Hamas de l'autre. La société israélienne aujourd'hui est confrontée à cette réalité, et elle fait corps parce que ce sont avant tout des adolescents. Mais on sait que la société israélienne est très fragmentée, et que par rapport au centre social et géographique d'Israël que peut représenter Tel Aviv, les territoires, les implantations sont pour beaucoup d'Israéliens une abstraction. Par exemple, beaucoup d'Israéliens ne savent pas où se trouve Talmon, le lieu de naissance de l'un des adolescents. Alors, aujourd'hui, la société israélienne fait corps parce que ce sont des adolescents, parce que la société israélienne est très tournée vers les enfants et qu'elle développe cela. Mais en même temps, on voit bien que tout ce qui s'éloigne de ce centre social et géographique qu'est Tel Aviv, pour beaucoup d'Israéliens, et pas forcément de gauche d'ailleurs, pour beaucoup d'Israéliens, ça devient de plus en plus comme une abstraction géographique. Peut-être pas pour tous les Israéliens, encore faut-il dessiner sur la carte de la population israélienne d'abord ceux qui vivent sur ces territoires, et par ailleurs ceux qui ont des proches qui vivent dans ces territoires. Mes 2 remarques. La première, et je reviens juste un instant sur la première question que vous m'avez posée, de toute façon, dans l'enlèvement de ces enfants, il y a une volonté évidente de la part des terroristes, des factions terroristes palestiniennes, de durcir la position d'Israël à l'égard des Palestiniens, puisqu'ils savent que cela va générer une très grande émotion, donc une réactivité très forte, donc un durcissement des mesures contre les populations palestiniennes, donc l'obligation pour eux de réagir en retour au durcissement de la politique israélienne et d'accuser Israël, bien évidemment, de se montrer dur, opposé à toute réconciliation avec les Palestiniens. Tout ça, cette logique perverse, cette logique folle qui est une course en avant, une fuite en avant, de la part de certaines factions palestiniennes est terrifiante, c'est-à-dire qui conduisent au chaos. Et quand je dis au chaos, c'est pas au chaos dans la région, c'est aussi et d'abord au chaos de l'identité palestinienne
qui ne croit plus en rien aujourd'hui. Elle est complètement divisée entre deux pôles extrêmes, ceux qui rêvent d'une conciliation avec Israël et de vivre en paix, ne serait-ce que pour s'assurer des bénéfices économiques, et puis ceux qui rêvent de chaos total, c'est-à-dire de terreur, de destruction, c'est-à-dire entre le rêve et la mort, il n'y a malheureusement plus grand-chose. J'ajoute maintenant, pour revenir à la deuxième question que vous m'avez posée, sur la question des territoires. Tout en étant plus nuancé que vous, je pense que, et nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans cette émission, beaucoup d'Israéliens votent aujourd'hui à droite, voire très à droite. Cela peut ne pas être obligatoirement pour des raisons idéologiques, à savoir le Grand Israël, à savoir Trumpeldor, à savoir l'idéologie du Bétar. Ce n'est pas nécessairement pour ça. Je ne suis pas sûr que tous les gens qui votent pour Netanyahou ou qui votent pour d'autres partis politiques très à droite sont des descendants de l'idéologie du Bétar. Alors pourquoi le font-ils ? Je pense qu'ils sont... Beaucoup de ces gens votent aujourd'hui par souci sécuritaire. Ils ont peur de ce qu'il y a en face, c'est-à-dire le Hamas, de large faction de l'autorité palestinienne qui n'éduque pas leurs enfants dans un souci de la paix, très loin de là, et qu'ils choisissent cette solution comme celle du moindre mal, c'est-à-dire une protection pure et dure contre cette autorité palestinienne et le Hamas qui ne donne aucun gage de conciliation, de rapprochement, d'éducation ensemble, d'une vision de la paix partagée. Il ne faut pas confondre l'idéologie et le souci sécuritaire. Et je crois que beaucoup d'Israéliens aujourd'hui, sur le fond, seraient prêts à rendre partie des territoires dans la mesure d'une sécurité préservée, et de Jérusalem, et de Netanya, et de Tel Aviv. Tout ça, nous le savons, mais ils ne s'engageront pas dans cette voie par crainte d'une insécurité quotidienne, mais pas obligatoirement pour des raisons bibliques et idéologiques, à savoir le grand Israël appartient au peuple juif, il n'est pas question de céder le moindre pouce de territoire. Alors, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, un récent sondage qui est paru dans la presse israélienne montre que 59% des Israéliens aujourd'hui sont contre les implantations juives dans les territoires, que 51% des Israéliens sondés, bien évidemment c'est une photo à un instant T avec ces 3 adolescents qui ont été enlevés, 51% des Israéliens sont pour rendre les territoires, ils ne sont que 12% des personnes interrogées à vouloir garder le statu quo. Et une récente étude qui a été présentée à l'université d'Ariel, située dans la plus grande implantation, montre que 40% des Israéliens pensent que les implantations sont un gaspillage d'argent et plus de la moitié des personnes interrogées pensent que l'argent qui y est dépensé coûte au bien-être et à l'éducation pour tous. Oui, mais c'est deux choses. Je ne sais pas quelle est la question qui a été posée. Je n'en connais pas, je dirais, le pourtour intellectuel, à savoir dans quel esprit les questions ont été posées, quelle est la nature des questions posées, à quel moment ce sondage s'est fait, suite à quoi. Tout cela nécessite une présence en Israël et une bonne connaissance du dossier, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de fatigue de la part de l'État d'Israël. Il faut quand même savoir que dans cette polémique qui oppose l'armée au gouvernement sur la question du budget, la possibilité de renforcer les moyens militaires, et pour cela il faut de l'argent, il y a un gouvernement en face qui ne cède pas, donc une vraie fatigue, mais qui n'est pas que morale ou psychologique, mais qui est d'abord économique, qui est d'abord financière, avec une population pauvre qui s'accroît, avec d'un côté de plus en plus d'argent nécessaire pour le renforcement du pouvoir militaire pour protéger Israël et à juste titre,
et de l'autre, une population qui s'appauvrit considérablement. Il y a une forme de tiers-monde ou de quart-monde en Israël, avec une jeunesse qui est profondément atteinte, pas seulement dans son présent, mais aussi dans son avenir, dans ses perspectives. Il y a des gens qui réfléchissent à tout cela, et il est très possible, je n'en ai pas la conviction ou la certitude, mais il est très possible que ce sondage prenne en compte, je dirais, ces deux consciences qui font que c'est vrai que les territoires coûtent beaucoup d'argent, avec un mur qui partage les territoires d'Israël, autrement dit, la part idéologique, à savoir que les territoires appartiennent à Israël, au grand Israël, et que tout cela forme un tout, comme cela avait été pensé dans les premiers temps d'accession du Likoud ou du Beitar, peu importe, de l'idéologie du Beitar, au pouvoir avec Menachem Begin, soit aujourd'hui battu en brèche, et je ne porte aucun jugement personnel et politique là-dessus. Ça n'a strictement aucun sens dans le cadre de cette émission, mais il est très possible que c'est pour de toute autre raison qu'Israël, en fait, peut-être, se rend compte que finalement les territoires, pour grande partie, ne font plus partie d'Israël, qu'on ne peut pas accéder à certains lieux sans danger, et c'est vrai que cet enlèvement d'enfants dans une zone qui n'est pas la plus insécurisée d'Israël accentue ou accroît ce sentiment de malaise qui fait que l'unité d'Israël, à savoir d'avant 67 et après 67, les deux territoires, ne forment aujourd'hui, du fait même du mur et de l'insécurité en certains lieux, pas une seule et même grande terre. Donc à ce prix-là, que faut-il faire? C'est probablement, indépendamment de la question de la sécurité que j'ai évoquée tout à l'heure, peut-être l'un des sentiments qui habitent les gens qui ont été questionnés à l'occasion de ce sondage. Au travers de cette tragédie, ne se pose pas la question de savoir finalement est-ce que l'idéologie biblique qui a prévalu pour au début en tout cas, bon nombre de juifs voulant s'installer dans les territoires, ne se confronte-t-elle pas aujourd'hui à une réalité géographique, géopolitique est-ce qu'il y a un risque, par exemple, de schisme, de partition? Dieu nous en préserve. Est-ce que déjà ce schisme n'existe pas de facto, sans le reconnaître implicitement ou explicitement? De déchirure, allons employons un mot très très fort, de schisme, existent ou peuvent exister. Il faut toujours avoir un coup d'avance comme aux échecs, c'est-à-dire prévoir le pire plutôt que de le découvrir de manière sidérée au hasard d'un événement qui fait l'actualité. Ceci étant, je le dis souvent, et ça a du sens pour ceux qui lisent et étudient la Bible, le roi Salomon a construit le temple, son fils et l'autre prétendant au trône se sont heurtés, et à la génération donc des enfants de Salomon a eu lieu le schisme. On est passé sur une seule génération de l'unité d'Israël autour du temple et de sa capitale Jérusalem à un schisme avec le royaume du Nord et le royaume d'Israël et le royaume du Sud, celui de Juda, avec deux capitales. On aurait dit à l'époque deux régimes politiques, deux sensibilités religieuses. Alors il ne s'agit pas de calquer une histoire ancienne et de la mettre sur l'histoire présente, il s'agit de réfléchir, autrement dit de retranscrire dans un langage moderne, et c'est vrai que tout peut arriver à une échelle que nous ne connaissons pas, qui peut être microcosmique ou microcosmale, ou macrocosmique, voire macrocosmale, peut-être, mais en tous les cas, ce risque existe. Il y a dans la droite dure israélienne des tendances sécessionnistes, c'est-à-dire ne reconnaissant pas l'autorité de l'État en certaines circonstances, et puis il y a des juifs qui vivent
dans les territoires contestés, qui vivent, je dirais, avec assurance, avec confiance, avec la volonté d'un vrai projet, mais qui sont légitimistes, à savoir que si l'État leur demande de se retirer, ils se retireront parce que l'autorité de l'État ne peut, pour eux, être contestée. Est-ce que cette autorité de l'État, qui ne peut être contestée pour ceux dont vous parlez, peut l'être pour les autres, et quelles en seraient pour d'autres, et quelles en seraient les conséquences? Alors on dira toujours avec prudence, ces autres sont une infime minorité, comme chaque fois qu'il y a de la violence, un acte illégitime, ce n'est qu'une infime minorité, on ne s'identifie pas à l'infime minorité. Et pourtant elle existe. Mais pourtant elle existe. Par ailleurs, je ne sais pas de quelle manière elle se développe, je n'ai aucun instrument de mesure pour le savoir. Je crains cela dans la mesure où l'État d'Israël est une démocratie, et une démocratie se soumet à l'autorité d'un gouvernement choisi et élu démocratiquement, et tout ce qui irait à l'encontre du principe démocratique marquerait quelque part la fin du projet Israël, c'est-à-dire d'un État pour tous les Juifs, formule de Herzl, pour toutes sortes de Juifs. Autrement dit, si une certaine sorte de Juifs ne se reconnaissent plus dans l'autorité démocratique, tant que le gouvernement est démocratique, bien évidemment, et choisi démocratiquement, et qu'il représente un parti politique qui a ses lettres de créance dans le système de valeurs d'Israël et juif, alors tant que nous sommes là-dedans, tout va encore, mais si un jour nous échappons, alors je ne sais pas ce qui se passera, et à ce moment-là, je ne sais pas comment il faudra réagir vis-à-vis d'une sorte de juifs qui ne se reconnaissent plus dans un État pour tous les juifs. On a évoqué tout au long de ces 14 dernières années, ensemble, plusieurs émissions consacrées à Israël. J'aimerais qu'on dise un mot sur la vision thoraïque, biblique, des frontières de l'État d'Israël. On sait que l'État d'Israël, aujourd'hui, d'ailleurs, répond à ce qu'a été son histoire et tout au long de ces millénaires. Jamais les frontières d'Israël n'ont été réellement définies, ça continue encore aujourd'hui. Il y a toujours eu cette tentation, vous parliez de schisme tout à l'heure, entre une plus grande, je dirais, observance religieuse et quelque chose d'un peu plus ouvert, et c'est toujours le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, à la lumière de notre tradition, dire que quelque part, les frontières d'Israël, n'ayant jamais été définies, n'ayant jamais été dessinées, on peut aujourd'hui concevoir, et on rejoint le début de notre émission, de se séparer d'une partie des territoires ou pas? Le point sur lequel je ne répondrai pas, c'est celui de la sécurité de l'État d'Israël. Ce n'est pas de mon ressort. Il y a des gens qui sont formés pour ça et qui vivent en Israël et qui assument ces responsabilités. Protéger la population israélienne de la violence de ses ennemis nécessite un certain nombre de conditions. Il faut que ces conditions soient remplies. Point de suspension sur la fin de la phrase. Maintenant, vous me posez une question qui est difficile. Donc, à question difficile, réponse à la fois prudente, mais la prudence oblige à la précision. Sinon, on est dans le général, la langue de bois et le discours vague. Vous savez, les frontières d'Israël, lorsque vous lisez la Bible, n'ont pas toujours été les mêmes. Les frontières d'Israël à l'époque de Josué, de la conquête d'Israël, ne sont pas les frontières d'Israël au retour après la destruction du premier temple, retour de Babylone grâce aux Perses, avec Ezra et Néhémie, avec la reconstruction du deuxième temple. Autrement dit, le projet Josué les juge d'un côté, la réalisation de ce projet par David et Salomon, deuxièmement. L'Israël, d'après le retour de l'exil de Perse et de Babylone, sous la conduite d'Ezra et Néhémie, troisièmement. Ce sont trois types de frontières différentes. Trois espaces délimités différemment. Il suffit de regarder le texte biblique. Entre le rêve
C'est-à-dire le projet qui a été annoncé d'abord dans la Torah, puis dans le livre de Josué, voilà ce que seront, j'allais dire, où seraient les frontières d'un territoire aussi large, ouvert que possible, parce que souhaité par Dieu est une chose. Ce qui a été réellement mis en œuvre est une deuxième chose. Maintenant, dès lors que ce projet a échoué avec la destruction du premier temple, dès lors qu'il y a eu un exil, et dès lors qu'il y a eu un retour, et j'allais dire une réexpression, je n'ose pas même dire politique, mais un vivre ensemble des Juifs sur leur terre, cela nécessite peut-être de prendre en compte la troisième situation. Les Perses n'ont pas laissé les Juifs ou les Judéens rentrer dans n'importe quelle condition en Israël. Ils ont mis l'accent sur l'autonomie religieuse, sur la dépendance financière, les impôts à l'égard de la Perse, et surtout sur une très faible autonomie politique sur la terre d'Israël. On sait quelles étaient les exigences d'Artaxerxès, on sait la mise en application de ces exigences par Néhémie, en particulier était un gouverneur entouré de soldats et de cavaliers perses qui le protégeaient. Il y avait Ezra qui était venu sans aide de la Perse et Néhémie qui était entouré de militaires perses pour assurer ça et la sécurité en Israël. Pour dire quoi? Que les frontières à l'époque d'Ezra et Néhémie sont beaucoup plus étroites. La surface est beaucoup plus restreinte. Elle n'a plus rien à voir avec celle de Josué. Alors mon propos n'est évidemment pas de dire maintenant ce sont ces frontières-là qui comptent, nous rentrons d'exil. Parce que la différence entre Josué et Ezra, c'est que Josué ne rentre pas d'exil. Le peuple est né au sortir d'Égypte. C'est la naissance du peuple. Donc il y a un projet qu'on appellerait idéal. Une idéalité qui est déposée dans la Torah, ce vers quoi on peut tendre. Mais il y a un certain nombre de conditions à remplir pour que ce projet puisse se réaliser. David a tenté certaines de ces conditions. Il y a en partie réussi, en partie échoué. Schisme, nous l'avons dit, puis plus tard destruction du premier temple. Mais lorsqu'il y a retour d'exil, il y a un retour gradué, c'est-à-dire une mise en place lente, indispensable pour assurer l'unité, la sécurité, la mise en œuvre, je dirais, d'une manière d'être juif sur sa terre qui réponde à des normes morales, voire religieuses, mais d'abord éthiques. Et ce lien entre le territoire et l'éthique est parfaitement pris en compte par Ezra, d'abord en tant que scribe, en tant que Cohen, en tant que leader spirituel, et Néhémia, qui est le gouverneur qui va l'aider à renforcer son pouvoir religieux auprès d'Israël. C'est là que naît la Knesset Agdola, à l'époque d'Ezra, à Jérusalem, lors de ce fameux rassemblement dans le temple où la Torah a été réenseignée. Et vous observerez que dans le livre de Josué, lorsqu'il est question de temps, c'est-à-dire de météo, on a ce soleil qui s'arrête à Gabaon. Par contre, Ezra, lorsqu'il enseigne la Torah à Israël, à Jérusalem, lors du retour de l'exil mésopotamien et de la reconstruction du deuxième temple, lorsqu'il enseigne, il pleut, disent les textes d'Ezra et Néhémia. Ce qui veut dire que dans le premier cas de figure, il y a du soleil et une luminosité intense. Nous sommes dans la phase idéaliste. Dans la période Ezra, Néhémia, retour d'exil, reconstruction sur sa terre, nous sommes dans une période pratique, prudente, constructive, mais lentement constructrice, plus exactement, et productive d'une réalité qui est censée évoluer à condition que les racines soient solides. Voilà comment, avec prudence, mais en m'inspirant du texte biblique, et donc avec précision dans le choix des textes, voilà comment je lis,
comment j'entends, comment je réfléchis sur cette question des frontières, ce qui ne fait pas de moi un homme qui demande la restitution des territoires au nom du texte d'Ezra et Néhémie, mais les textes bibliques font réfléchir, donc ils incitent à un mode de pensée, de réflexion et de comportement, sinon il n'y a aucunement lieu de se référer à la Bible pour fonder l'État d'Israël. Encore une question avec vous. Vous parliez tout à l'heure d'idéologie politique. Vous nous expliquiez que beaucoup d'Israéliens votent à droite, votent même très à droite, peut-être pas par idéologie, mais par souci sécuritaire. On voit bien que la société israélienne, depuis l'idée de Théodore Herzl et des pères fondateurs, est de plus en plus fractionnée. Vous évoquiez la pauvreté, ce quart-monde qui est visible, qui commence à être visible en Israël. On a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les religieux. On a les Israéliens de l'intérieur de la ligne verte, ceux qui vivent de l'autre côté de la ligne verte. Quel est le danger pour Israël si cette société continue à se fragmenter de la sorte ? Je pourrais faire un discours moral, pieux, bien intentionné. Nos auditeurs peuvent le faire à ma place. C'est inutile de faire genre, comme disent les enfants. Par contre, j'observerai quand même une chose, c'est que nous ne vivons plus du tout la même période, le même temps de l'histoire que celui que nous avons vécu pendant les premières décennies de l'État d'Israël. L'État d'Israël, lorsqu'on en parlait dans les années 50, dans les années 60, jusqu'aux années 70, c'était la société du kibbutz. C'est-à-dire une société, je dirais, le kibbutz, c'est la socialité, la sociabilité, c'est la société du partage. Et qui dit partage, dit vivre ensemble dans un lieu où tout le monde se connaît, où tout le monde sait les besoins des autres, avec une certaine égalité des chances. C'est une société, comme aurait dit Emmanuel Levinas, une société du visage, la société du kibbutz. Ça, c'était un temps de l'histoire. C'était l'autonomie juive, l'indépendance, le siècle des Lumières, une certaine image de la gauche généreuse qui avait construit l'État d'Israël. Aujourd'hui, l'État d'Israël ne ressemble plus du tout à cet État-là, mais c'est aussi lié à l'état de la société et du monde. Nous sommes dans le temps de la mondialisation. Le temps de la mondialisation, c'est le temps de la rapidité, c'est le temps de l'efficacité, c'est-à-dire d'un langage qui est le même pour tout le monde, pour que tout le monde puisse s'entendre, se comprendre et faire des choses ensemble. Ça, c'est un langage où l'on ne voit pas l'autre, où l'on ne partage pas le regard de l'autre. Je dirais que c'est un langage sans territoire, alors que le langage du visage, le langage du partage, de la socialité, c'est le langage du territoire clairement défini. La mondialisation d'un côté et le socialisme du kibbutz n'ont plus grand-chose à voir. Et je pense que ça a des répercussions aussi bien sur les juifs que sur les non-juifs. Sur les juifs, ça donne une société beaucoup plus fragmentée, parce que la division que vous avez opérée est parfaitement juste. Mais cette division a des causes. Et je pense qu'il serait intéressant, dans une autre émission, de réfléchir aux liens qui existent entre la mondialisation galopante aujourd'hui en Israël, par exemple, et les divisions que vous avez évoquées, parce que ces divisions ne dépendent pas que d'un certain régime politique, elles dépendent aussi d'un certain état du monde, et l'État d'Israël, sur ce registre-là, est un État comme un autre. J'ajouterai enfin que lorsque vous regardez face à Israël le pouvoir de la terreur, qu'elle soit palestinienne ou qu'elle ne soit pas palestinienne, tous ces terroristes, Al-Qaïda et autres, qui luttent contre l'Occident et la mondialisation de l'Occident, bénéficient et profitent et se fondent dans la mondialisation, puisqu'on sait que leurs deux principaux créneaux qui leur permettent de grandir et d'être efficaces, c'est un, le système bancaire et les flux d'argent, et de l'autre, Internet pour le passage des messages. Mais un langage pauvre, instrumentalisant les esprits. Nous le savons qu'à chaque fois qu'il y a un acte de terreur, on rappelle combien Internet joue un rôle important
pour influencer des esprits, j'allais dire pauvres, fragiles, sans racines, sans mémoire et sans projet historique, alors Internet et la banque, que dénoncent en réalité les terroristes, sont les premiers instruments de travail dont se servent ces mêmes terroristes pour détruire le système qu'ils attaquent. Ça en dit long sur l'état du monde possible de demain. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.